Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les Maudits mots, l'émission dédiée à l'immobilier avec Sullivan sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1. Vous prenez votre grand bain de vie locale ce soir en immobilier. On va faire une petite thématique pendant 1 heure sur l'immobilier. On en avait fait une au mois de janvier avec Laurent Vimon, président de Century 21 France, qui nous avait fait le plaisir de nous accompagner. J'étais accompagné aussi d'une notaire, Karine Thomasek, qui va pas tarder également à arriver ce soir à la table de mes invités. Pendant 1 heure, on va aborder des thématiques variées. Il y aura du notariat comme la dernière fois. On va parler également de taux actuels, taux bancaire actuel. On va faire aussi un focus sur un fleuron de la ville que vous croisez tous les jours. Quand vous rentrez dans Aix-les-Bains, vous voyez probablement des grues sur le boulevard de Russie et vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ces travaux là depuis toujours ? Et ben en fait c'est une entreprise qui s'appelle Léon Gross et ce soir je serai accompagné donc de Didier Vérolet, le directeur de secteur à Aix-les-Bains de Léon Gross, et je serai également accompagné donc de Florian Paulet qui représente l'agence meilleurtaux.com depuis bientôt une dizaine d'années, et ensemble on va parler d'immobilier, des taux, du marché. J'accueille donc Didier Vérolet. Bonsoir Didier. Bonsoir Sullivan. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation sur Radio Grand Lac ce soir. Merci à toi de m'avoir invité. Un grand plaisir partagé. Il me semblait important que nos auditeurs qui croisent tous les jours le sigle Léon Gross en rentrant sur Aix-les-Bains puissent mettre, sans dire un visage, au moins une voix sur un de ses représentants. Et donc, tu as répondu à cette invitation. Léon Gross, sur Aix-les-Bains, on voit tout ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est en fait Léon Gross, Didier ? Eh ben, c'est une entreprise de bâtiments et travaux publics. Alors tu dis, tous les gens croisent et voient effectivement des grues. Et, en fait, ça fait 140 ans qu'ils voient des grues Léon Gross, puisque ça fait 140 ans que l'entreprise est là. A été créée par Monsieur Léon Gross, donc sur Aix-les-Bains. Et petit à petit a grandi, puisqu'aujourd'hui Léon Gross est une entreprise qui pèse plus de 600 millions de chiffres, entre 600 et 700 millions de chiffres d'affaires, qui travaille partout en France, mais avec un actionnariat familial. Et ça c'est important, puisque la famille Gross étant une famille aixoise, elle a toujours souhaité que le siège social reste à Aix-les-Bains. Ce qui fait qu'à Aix-les-Bains, on trouve, en dehors des grues dont tu parles, et qui sont faites sur le dépôt, c'est pour ça qu'elles sont statiques et qu'elles ne bougent pas d'année en année, mais elles servent à déplacer du matériel qui est sur le dépôt le long de la voie ferrée, boulevard de Russie, dont tu as parlé. Il y a aussi, dans ce quartier-là, de l'autre côté, notamment sur le rue de l'Avenir, qui est l'adresse de l'entreprise, l'adresse du siège social, on a effectivement des services qu'on trouve dans les sièges, que sont le service informatique, que sont la comptabilité, que sont le juridique, etc. C'est-à-dire que sur Aix-les-Bains, grosso modo, on a 300 salariés, 300 personnes qui ont une fiche de paye Léon Gross dans la ville d'Aix-les-Bains. Un fleuron économique. Donc effectivement, ça marque un peu. Et nous, on est très fiers de ça. Alors, moi, je suis responsable de secteur, c'est-à-dire qu'effectivement, je m'occupe de tout ce qui se fait en bâtiment sur les deux Savoie, l'Isère et l'Ain. Et donc sur un plan commercial, j'ai cette facilité par rapport à certains de mes collègues qui travaillent un peu partout en France. J'ai cette facilité de m'appuyer sur une connaissance. Le métier, les architectes, nos donneurs d'ordre sont des gens qui connaissent l'entreprise parce que ça fait 140 ans encore une fois qu'on existe et qu'on est là. Donc voilà. Donc on a une compétence et une technicité, ce qui se fait de mieux en France. On est tout petit derrière les tout gros, que tout le monde connaît. Alors c'est lesquels les tout gros ? Bah c'est Eiffage, Vinci, Bouygues. Et nous on sait faire la même chose, mais évidemment en modèle réduit, si je puis dire, c'est-à-dire avec des chiffres qui n'ont rien à faire. Mais surtout on n'est que dans le bâtiment et on n'est que en France par rapport à ces groupes-là qui sont des groupes souvent internationaux et qui ont d'autres fleurons, qui du téléphone, qui de l'immobilier, etc. Donc voilà. Donc on est voilà.
peu près pour dépeindre ce que c'est que l'entreprise et à quoi correspondent les grues que tu décrivais tout de suite. Donc tu disais que vous vous positionnez sur des groupes tels que Eiffage, Bouygues. Aujourd'hui en France, Léon Gross, c'est quoi ? C'est le 5e, le 6e acteur de bâtiment en France ? Oui, c'est ça, on est dans les 5-6, effectivement, ça dépend comment on compte, ça dépend ce qu'on additionne. Si on additionne effectivement que la partie construction, on est dans ces eaux-là, effectivement, ça nous positionne tout de suite derrière. Donc on sait faire la même chose, on répond aux mêmes consultations, on répond aux mêmes appels d'offres, et encore une fois, on en fait beaucoup moins puisqu'on est beaucoup plus petit. Mais ce qui est important, c'est qu'on est le premier groupe familial de cette taille-là. On se positionne plutôt d'ailleurs comme une ETI que comme une grosse entreprise. Et ça donne un petit quelque chose en plus, si je puis dire, puisque effectivement le côté familial reste à la fois dans les RH, à la fois dans les ressources humaines, comme je dis, mais aussi dans la façon d'appréhender le métier, dans la façon de traverser les crises, puisqu'on en a traversé quelques-unes dernièrement. C'est quoi justement la différence ? Comment est-ce qu'on traverse une crise lorsqu'on est chez Léon Gross par rapport à une autre structure ? Eh bien, notre actionnariat qui est familial travaille plus sur du patrimoine plutôt que de travailler sur de la rentabilité immédiate. Voilà, pour faire simple. C'est caricatural, mais c'est un petit peu ça. Ça veut pas dire bon sens, ça veut pas de famille, quoi. En fait. C'est ça. Ça veut pas dire qu'ils accepteraient qu'on perde de l'argent, mais il y a quand même une réflexion patrimoniale sur du long terme, en tout cas sur du moyen terme, alors que un actionnariat en bourse, on va dire. Qui est le cas des gros que j'ai cités tout à l'heure, et évidemment beaucoup plus sensible à la rentabilité immédiate, et donc avec tout ce que ça comporte de prise de position qui est un peu différente quand même. Ça n'a rien à voir. Du coup, on fait appel à Léon Gross pour bâtir, donc, mais vous n'êtes pas promoteur. Alors, on a une branche de promotion immobilière et on a déjà fait un beau quartier qui s'appelle les Terrasses de Verlaine, là, qui sont en bas de l'avenue d'Annecy, là. Un beau bâtiment qui a été livré il y a déjà maintenant une quinzaine d'années. Dans lequel il y a un carrefour là au rez-de-chaussée là pour ceux qui voient où c'est. Donc on en fait régulièrement et notamment dans des coins qu'on connaissait bien et sur Exemer on en a fait assez régulièrement. Et là on est en train de développer cette branche là de façon un peu plus sérieuse et un peu plus volontaire. Jusqu'à maintenant, là aussi on retrouve la gestion bon père de famille de Monsieur Gross qui est le petit-fils du fondateur dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui est décédé il y a déjà maintenant une petite dizaine d'années, et qui lui était avec une volonté de gestion en bon fer de famille, c'est-à-dire l'immobilier, c'est toujours un petit peu risqué, donc on reste sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire couler du béton et répondre plutôt à des promotions immobilières. Donc là, aujourd'hui, on se développe un peu, on se diversifie un peu dans ce sens-là, vers effectivement de la promotion. Donc on est susceptible effectivement de monter des programmes immobiliers, on en fait assez régulièrement et on va en faire assez bientôt dans le coin. D'ailleurs. Assez vite et bientôt, ok. Tu disais tout à l'heure que tu répondais à des appels d'offres. Comment ça se passe en fait ? C'est au niveau public, c'est ça, ou c'est peut-être au niveau privé ? Alors, dans mon secteur qui fait une trentaine de millions, on fait à peu près la même, c'est à peu près la même granulométrie qu'à peu près partout en France, c'est-à-dire qu'on répond à des appels d'offres publics, mais aussi à des appels d'offres privés. Donc des consultations de maître d'ouvrage et avec une maîtrise d'œuvre qui monte un dossier sur lesquels on répond. Et évidemment on est en concurrence et ma foi on en gagne quelques-uns puisqu'on est toujours là 140 ans après. On est aussi sur des montages qui peuvent être de la conceptualisation, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un groupement à ce moment-là qui est établi dès le départ avec une maîtrise d'œuvre et on répond à des clients qui sont avec leur programme, et puis du coup on développe le programme aussi bien côté conception avec des architectes et des bureaux d'études et nous côté réalisation. Donc ça c'est une deuxième façon de faire qui a pas mal cours et qui est je trouve assez intéressante pour le client parce qu'on y gagne souvent du temps et c'est pas plus cher contrairement à ce que les gens peuvent croire. Et puis dernière possibilité aujourd'hui, c'est effectivement avec une partie de maintenance et donc d'exploitation en engagement énergétique. On vient de terminer il y a 1 an et demi l'école Marlioz, là où on avait un engagement énergétique. C'est-à-dire que nos calculs faits par les bureaux d'études et autres ont permis de savoir à quel niveau d'engagement
de déperdition, donc quelque part de consommation énergie, on allait avoir, sur lesquels on pouvait s'engager, et ça nous a, ça engage le groupement qui reste là et qui reste pendant X années. Alors sur ce sujet-là, c'est une dizaine d'années, qui reste donc engagé et pénalisable si les consommations ne sont pas tout à fait celles qui sont attendues. Donc tu vois, il y a plusieurs niveaux de consultation et plusieurs façons d'intervenir dans l'acte de construire aujourd'hui. Et alors du coup, dans la façon justement d'intervenir dans l'acte de construire, il s'agit uniquement du béton, ou est-ce que après derrière vous allez vous occuper aussi, on va dire, du secondaire, ou est-ce que vous appuyez sur des artisans locaux, ou comment ça se passe? Donc les salariés Léon Gross sont des salariés qui font la partie structurelle, donc en général en béton armé. Et après tout le reste, effectivement, on prend 2 chantiers sur 3 en entreprise générale ou en ce qu'on appelle en macro lot, et les autres lots étant effectivement travaillés avec des entreprises locales, aussi bien des lots d'électricité que des lots de peinture, que des lots de façade, etc., qui sont travaillés avec des entreprises en général le plus local possible, parce que nous on est quand même ancré dans le territoire, donc on aime bien faire travailler les gens et qui deviennent des partenaires et à qui on assure aussi une partie de leur chiffre d'affaires sur chaque année, quoi. Donc on intervient à peu près dans tout ce panel que je viens de décrire, soit par des salariés Léon Gross, donc sur la partie structurelle, ça veut dire qu'on maîtrise ce délai, on le maîtrise, c'est notre affaire, c'est pour ça qu'on a des grues boulevard de Russie, parce qu'on a notre matériel qui nous permet de couler le béton, et avec la façon de le couler et les méthodes qui sont derrière. Et derrière, on enchaîne et on coordonne avec les corps d'État et les entreprises partenaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Léon Gross, sur les bâtiments, sur les structures, est-ce qu'il y en a que tu pourrais nous citer qui pourraient parler au grand public? Je pensais au stade Charletti. Ouais, c'est pas le stade Charletti, c'est le stade Jean-Brun. Merci. Voilà, mais c'est bon, je vois que t'as répété. C'est le stade Jean-Brun. Ouais, c'est le stade Jean-Brun, donc le stade du Racing à Paris. Plus près, on a fait le phare. Ouais. Donc le phare, donc c'est une réalisation Léon Gross. Alors là, on n'était que structure, mais effectivement, c'est une réalisation au niveau béton qui a été réalisée par nous avec Patriarche Architecte. Ah, mais en plus, le phare, d'un point de vue architectural, ça doit être quand même assez très compliqué. C'est un gros chantier très compliqué. Et on a fait également le centre des congrès en son temps et en son heure. Et il y a 8-10 ans, au centre des congrès, on a même fait une réhabilitation assez importante. Donc voilà, ça c'est peut-être ce qui est le plus marquant. Après, je sais pas te répondre. En quelques mots, le phare, c'est quoi les grosses contraintes du coup du phare? C'est difficile à dire. Il y a pour ceux qui connaissent la grande salle, il y a un mur elliptique qui ferme le volume, qui est tout évasé sur la partie inférieure, et donc très compliqué à réaliser dans un cylindre de faire un autre cylindre. Donc il y avait des coffrages très très compliqués et qui étaient très aboutis et qui nous ont passionnés à réaliser d'ailleurs. Ouais, mais aussi bien nous que nos compagnons. La contrainte, du coup, lorsqu'il y a une contrainte, c'est quand même super de pouvoir aller au-delà et de pouvoir aller travailler au-delà. On parle souvent, en ce moment, de la crise des matériaux depuis le Covid. On parle du fait qu'il y ait une explosion au niveau des prix, que du coup on construit plus aujourd'hui comme on construit il y a 2 ans en arrière, que finalement tout ça a fait que il y a vraiment une grosse augmentation. Comment chez Léon Gross vous l'avez perçu? Comment vous avez pu le répercuter? Moi, j'imagine que dans des groupes comme ça, on a peut-être du stock par ailleurs pour s'éviter ce genre de choses-là. Je me trompe probablement. Comment ça se passe quand on est face à une crise comme ça? On est surtout face à une incertitude. Donc c'est une crise, mais va-t-elle durer? Va-t-elle perdurer? Va-t-elle s'accentuer? Ou au contraire, est-elle au maximum? Et est-ce que ça va revenir à des niveaux? Alors, il faut savoir que dans nos marchés, on a certains marchés qui sont traités avec ce qu'on appelle des clauses de révision. Oui. Qui sont d'ailleurs là pour ça. Le législateur a été intelligent sur cette façon de faire. C'est-à-dire que il y a un indice qui existe, comme dans l'immobilier d'ailleurs, un indice qui permet de réviser les prix. On révise les loyers à certaines dates. Et bien avec certains indices, et ben là, on révise nos prix
pendant la phase marché avec ces indices-là. Ça couvre objectivement, ça lisse, ça amortit un peu les difficultés, mais ça les gomme pas complètement. Mais on a aussi des marchés qui sont traités fermes. Et des fois, on a donc des chantiers qui peuvent durer 2 ans. Et sur 2 ans, l'évolution du prix des matières premières, on la connaît pas toujours. Quand c'est des années, on va dire, normales, sans péripéties, on maîtrise, on sait à peu près comment ça se passe, donc on sait chiffrer ça. Quand il y a des effets type Covid, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec cette guerre qui vient de se déclarer la semaine dernière, avec certaines appros qui passent par là, avec certains fournisseurs et certaines usines qui sont bloquées là-bas, et puis surtout, on a des matériaux, enfin. On sait qu'il y a une partie du gaz en France qui vient de Russie. Donc, comment ça va évoluer, ça, on n'en sait rien. Mais on a objectivement un petit peu peur de la façon dont ça va évoluer en termes de prix au niveau des coûts matériaux, que ce soit l'énergie, donc à travers le gaz, ou que ce soit certains matériaux, notamment l'acier et le bois, qui a beaucoup fluctué ces dernières années pour l'histoire du Covid. On avait l'impression que ça s'était arrêté là depuis quelques semaines, quelques mois, début d'année. Et là, cette crise, on ne sait pas du tout ce qui va se passer demain en fonction de ça. Donc c'est assez difficile pour nous parce qu'en fait, quand on fait un prix, on s'engage sur le prix qu'on fait. Donc encore une fois, sous la forme d'un prix ferme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou avec une clause de révision. Mais en tout cas, on s'engage. Et c'est assez difficile d'aller discuter avec un maître d'ouvrage qui y est pour rien sur l'augmentation du prix des matières premières. Donc ça nous positionne de façon tout à fait inconfortable objectivement en ce moment, et j'arrête des prix en ce moment, je sors ma boule de cristal et puis je me dis comment on va faire et vers quoi on va aller. Alors est-ce qu'on a des stocks? La réponse est non, parce que on n'a pas les moyens d'acheter du matériel longtemps à l'avance. Si je te dis que le BPE c'est BPE pardon. Si je te dis que le béton prêt à l'emploi, il tire en quelques heures, tu vois bien qu'on risque pas de l'acheter des années ou des semaines avant. C'est un peu compliqué. Avant qu'on l'utilise. C'est un peu pareil aussi pour les autres matériaux, parce qu'ils sont forcément, comment je vais dire, adapté à ce qu'on va construire. On peut pas acheter simplement des poutrelles métalliques, et puis alors que le dimensionnement, voilà, c'est ça, le dimensionnement va peut-être pas correspondre à ce qu'on aura acheté. Donc c'est assez difficile de prendre ce pari-là. Donc en tout cas, nous on le fait pas, et personne le fait dans nos métiers. D'accord. On est sur Radio Grand Lac, on va se faire une petite pause musicale, on revient dans 3-4 minutes, le temps de reprendre notre souffle et de boire un verre d'eau, et on se retrouve tout de suite sur Radio Grand Lac 92.1. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les Maudits mots, l'émission dédiée à l'immobilier avec Sullivan sur Radio Grand Lac. On est de retour sur Radio Grand Lac 92.1 pour votre émission de radio concernant l'immobilier, les Maudits mots. J'ai une table qui est comble désormais. Je suis accompagné ce soir de Karine Tomasek, notaire. Merci Karine de nous avoir fait le plaisir de nous rejoindre. Merci de m'inviter, c'est toujours un plaisir, bien sûr. Bon, super. Je suis aussi accompagné de Florian Paulet de meilleurtaux.com. Ça va, Florian? Salut Sullivan, ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Et on a fait un petit focus d'une vingtaine de minutes avec Didier Vérolet. Didier, bonsoir. Didier Vérolet. Rebonsoir, effectivement. Didier Vérolet, donc responsable de secteur chez Léon Gross à Aix-les-Bains. On a fait le point sur ce qu'était Léon Gross, cette entreprise qu'on croise tous les jours dans Aix-les-Bains. On est en train de parler hors antenne des conséquences désastreuses que peuvent avoir sur notre économie directe le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et voilà, moi je voudrais qu'on puisse en parler un petit peu, parce que c'est quand même un sujet d'inquiétude pour tout le monde. Didier, toi, est-ce qu'au niveau donc des matériaux, peut-être du temps ou du temps d'acheminement de certains des matériaux, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui chez Léon Gross? Chez Léon Gross peut-être. Enfin, c'est surtout un sujet global pour le métier. Oui, mais je pense comme beaucoup de pans d'activité économique. Donc oui, très clairement, tout ce qui est produits pétroliers, je sais pas comment ils seront impactés.
En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que tout ce qui est acier, et tout ce qui est bois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est déjà impacté, on le sait, puisqu'on a des circuits qui passent par là-bas, on a la Russie. Des fournisseurs déjà là-bas, en bois notamment, ou pas du tout? Oui, il y a des fournisseurs, il y a des circuits d'approvisionnement qui passent par là, et puis la Russie qui est un fournisseur notable de beaucoup de matériaux qui sont dans nos métiers. Donc oui, c'est une vraie problématique, une vraie incertitude, on ne sait pas. Et c'est peut-être pas la partie la plus importante comme conséquence de cette guerre qui est abominable et qui est juste à côté de nos portes, mais en tout cas c'est une incertitude de plus qui vient se rajouter à ce qu'on disait tout à l'heure, la Covid, dont on sortait à peine et qui nous a vraiment impacté pendant quelques années. On va voir comment ça va évoluer. On va essayer de s'adapter. On va essayer aussi d'adapter nos façons de faire. Est-ce que ça va impacter aussi on peut en parler quand même. On le sait qu'il y a notamment dans certaines stations des financements qui arrivent par des riches Russes qui viennent investir. Je pense bien sûr à Courchevel, mais aussi globalement dans les stations. Donc là aussi, c'est autant d'argent qui viendra pas. Comment ça sera remplacé par quoi? Comment? Enfin voilà. Est-ce que ça va être lourdement durable, ou est-ce que ça ne sera qu'un feu de paille d'une saison ou deux? Enfin voilà. Chaque année, notamment dans ces stations-là, il y a beaucoup d'investissements qui viennent de ces pays slaves. Notamment russes. Voilà, on va voir comment ils viendront ou pas, et comment ils seront autorisés, et comment nos banques les autoriseront aussi à venir au vu des flux financiers qui sont en train de se bloquer, à juste titre à mon avis. La transition est toute trouvée, Florian. Florian Paulet, toi tu travailles chez Meillerthaud depuis bientôt une dizaine d'années. Ça fait un petit moment maintenant que tu es sur la place Clémenceau à Aix-les-Bains. Sans trop parler là tout de suite de l'instant T de la crise, est-ce que déjà tu peux nous faire un petit focus sur ce que représentent aujourd'hui les taux immobiliers en termes de grandeur? On dit que ça va s'apprêter à monter, on dit, mais toi, quelle est ton expertise et quel est ton regard par rapport à ça? C'est vrai que la remontée des taux est annoncée depuis longtemps. Depuis des années. Depuis au moins 5 ans, on sait que les taux sont bas. Depuis 2017, en moyenne sur 25 ans, on a des taux en dessous de 2%. C'était des taux qui avaient jamais été atteints. Et depuis tout le temps, on entend beaucoup de prévisionnistes, de spécialistes annonçant une remontée des taux qui n'a pour l'instant jamais eu lieu. On est toujours sur des taux extrêmement bas. Aujourd'hui, on emprunte à combien? Alors aujourd'hui, là, c'est en train un peu de changer. Justement, là, on arrive sur éventuellement un point d'inversion, mais il y a encore de l'incertitude avec les dernières nouvelles qu'on a appris la semaine dernière par rapport à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, sur 20, sur 25 ans, on est toujours sur des taux très bas, aux alentours, à moins de 1,5, ça peut être du 1,3, du 1,2. C'est extrêmement bas. Globalement, ça reste très bas. Après, on vient de traverser une crise sur la Covid. Alors du coup, comment justement comment les banques ont répondu face à cette crise Covid? On peut voir qu'elles ont continué à soutenir l'économie, puisque les taux sont restés très bas. Elles ont continué à prêter. Et c'est ce qu'on évoquait avec Léon Gros, c'est sur le prix des matières premières. L'économie et la croissance a été soutenues, mais on constate une hausse des prix, que ce soit une hausse des prix des matières premières, mais aussi de la nourriture. Moi je le constate, je vais au marché, je me suis acheté, pour l'anecdote, mercredi dernier, une cuisse de poulet qui coûte généralement 2,50 €, on est passé à 3 €. Alors c'est rien, ça fait 20%, mais on se rend compte que surtout notre quotidien, il y a une hausse qui est importante. Et si tout prend 20%, ça si tout prend 20%, toi dans l'immobilier, on le constate depuis des années, les prix s'envolent, les taux étaient bas, les durées de prêt étaient longues. C'est vrai que les emprunteurs avaient un pouvoir d'achat qui était très important, et on est peut-être arrivé un peu au bout du bout au niveau des taux. C'est vrai que c'est très bas. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Les banques centrales, celles qui pilotent la politique monétaire, ont annoncé depuis plusieurs semaines que 2022 serait le début de la remontée des taux. Le but de remonter les taux, c'est pour, combattre l'inflation et éviter que les prix s'envolent trop et que ça devienne inaccessible.
Mais depuis 2 semaines et depuis le début du conflit, on insiste à un dilemme pour les banques centrales, puisqu'aujourd'hui, est-ce qu'elles vont augmenter les taux pour combattre l'inflation et éviter que les prix s'envolent trop, ou est-ce qu'il faut plutôt soutenir l'économie, puisqu'on a de l'anxiété, de la crainte avec cette guerre qui fait qu'on pourrait éroder la croissance. Et dans ce cas-là, effectivement, là on est sur le mois de mars, et je ne peux pas dire concrètement ce qui va se passer sur les prochains mois, puisque les banques centrales, pour l'instant, sont en réflexion. Est-ce qu'elles continuent à augmenter les taux, c'est ce qu'elles avaient prévu, ou est-ce que, au contraire, elles vont augmenter les taux, mais de manière un peu plus faible, puisqu'il faut quand même soutenir la croissance qui risque d'être un petit peu malmenée. Mais il faut savoir que l'inflation est très importante. On a relevé des taux sur la zone euro de 5,8%. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé en 30 ans. Donc là, on a des taux de croissance, des taux d'inflation, de 5,8%. D'inflation, pardon. Oui. Donc là, après, pour être concret au niveau Quand on emprunte à 1,2 et qu'il y a 5% d'inflation, effectivement, c'est plutôt intéressant. Mais ça va forcément. Exactement. Au niveau de l'emprunt, c'est hyper intéressant. Après, ce qu'on constate depuis le début d'année, les banques ont commencé à remonter leurs taux. On a constaté des hausses sur février, sur mars. Après, ce sont des hausses de taux limitées. On parle de 20 centimes, de 30 centimes. Donc pour l'instant, ça reste... c'est pas encore significatif, quoi. C'est pas significatif. Les banques sont là pour soutenir l'économie, veulent prêter. Après, il faut trouver aussi en face des prix de biens qui soient accessibles pour nos emprunteurs, pour les Aixois, les Chambériens, les jeunes qui aussi veulent se lancer dans les acquisitions. Et la difficulté, donc les banques prêtent. Après, la difficulté, c'est de trouver le bien, on va dire, dans le budget. Et aujourd'hui, c'est un peu la problématique qu'on peut rencontrer. Tu le ressens, toi, au quotidien, justement, parce que du coup, Karine, peut-être que tu pourras le confirmer, les primo-accédants... c'est très compliqué pour eux aujourd'hui. Il faut pas. Florian l'a très bien dit. C'est qu'aujourd'hui, on a des biens qui ont pris une inflation. On en a parlé un petit peu, qui sont juste énormes. Et on jongle avec des prix qui ne sont plus accessibles aux primo-accédants. Donc aujourd'hui, on est un petit peu coincé. Et on se retrouve aussi en plus avec des gens qui ne trouvent pas à acheter. Donc plus de biens à vendre. Donc c'est un peu en train de se scléroser tout seul, même si heureusement on a encore les avantages des taux qui font que les gens ont envie d'acheter. Mais il faut avoir les biens. Après, comme disait monsieur, on est dans une incertitude qui est tellement énorme que beaucoup de gens reculent sur leur en disant on verra dans un an, on verra plus tard. Et ça commence à être compliqué pour tous, en fait, et puis pour le marché en général. Et d'ailleurs, toi, le marché, où tu reçois tous les jours des vendeurs, des acquéreurs, je précise que t'es notaire à Grety-sur-Aix. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu ressens effectivement une vraie demande de la part des acquéreurs, mais avec peu d'offres en face? Est-ce que tu vois que de toute façon, c'est un marché qui exclut de facto actuellement donc les primos? Qu'est-ce que tu ressens depuis le début de l'année? J'allais presque dire comme tous les notaires, tous les notaires de Savoie, on est tous concernés, mais là oui, on ressent un manque de biens en fait. Les vendeurs, moi j'ai des gens qui me disent on aimerait vendre, mais on trouve pas à acheter, donc on vend pas. Parce qu'on a peur de ce qui va se passer. Et puis le conflit en Ukraine a multiplié. Moi, j'ai des gens qui m'appellent en disant tu as eu des retours vis-à-vis de ce conflit? Alors, des retours, pas vraiment, mais des gens qui me disent on pensait vendre, mais finalement, on va pas le faire. Pas tout de suite. Et ça on le ressent. Ouais. Et des gens qui veulent construire. Et alors ça, je pense que me dire qu'il en est d'accord. Des gens qui me disent on veut construire, mais... à aujourd'hui, on sait pas où ça va donner, on sait pas s'il y aura les matériaux, on sait pas, donc on n'ose pas et voilà. Est-ce qu'on achète du déjà fait, mais c'est pas ce qu'on voudrait, et ils trouvent pas, et ça commence à être compliqué. Après, je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de construire sont un petit peu dans la hantise de se dire est-ce qu'on va être fourni jusqu'à la fin des travaux, quoi. C'est une possibilité, ça, une carence en termes de matériaux lorsqu'on bâtit. On reçoit les matériaux au fur et à mesure, c'est ça, et donc du coup il est possible qu'à un moment donné ça s'arrête. Oui. Alors carence définitive, je pense que non, parce que heureusement il y a des centres de production, quel que soit le matériau, il y a des centres de production qui sont un peu partout dans le monde, mais par contre on l'a bien vu à la sortie du Covid où les usines se remettant à produire avec
tout d'un coup tout le monde qui voulait reconstruire tout ce qui a été freiné pendant le confinement. Eh bien oui, il y a des chantiers qui ont été arrêtés momentanément. Encore une fois, heureusement momentanément, tout simplement par manque de matériaux. Moi, j'ai fait un EHPAD à Marnin, en Haute-Savoie, où il y a une façade qu'on n'a pas pu finir et on a attendu 4-5 mois pour pouvoir la finir, de recevoir les matériaux. Alors, c'est bloquant ou ça ne l'est pas, parce que c'est sur ce qu'on appelle le chemin critique. Mais oui, si on n'a plus de quoi faire des cloisons, on va attendre de pouvoir faire les cloisons. Quand c'est sur une façade extérieure, on peut travailler en intérieur. Enfin, tu vois, c'est un peu difficile objectivement, je pense aujourd'hui que c'est pas possible d'imaginer une rupture définitive et qui empêche de terminer définitivement. Mais par contre, qui nous mettent en péril le planning de livraison, oui, ça c'est déjà arrivé dans les mois derniers. Et malheureusement, il y a des chances pour que ça se reproduise. La preuve, je rebondis un peu sur ce que dit monsieur, c'est qu'effectivement, on se retrouve, nous, aujourd'hui, dans les actes, à marquer en clause suspensive et en disant en clause de risque majeur, de dire attention s'il y a une pandémie. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de pandémie si jamais. Une clause spéciale pandémie. Ah oui. Quand on met les possibilités de report de livraison, la pandémie en fait partie aujourd'hui. On est rentré. Je veux dire, aujourd'hui avec l'Ukraine, on peut pas faire autrement non plus avec malheureusement ce qui se passe là-bas. On sait qu'il y aura des retards de livraison et ça a des conséquences énormes. Surtout, et tout le monde. Vous les premiers, vous êtes touchés effectivement pour la construction, mais on se retrouve avec les gens qui se disent, qui ont prévu de rentrer dans un bien dans 6 mois et qui en fait ils se retrouvent, on est déjà en train de leur dire, ce sera dans 8 ou 9 quoi. Pour eux la location, pour le financement. Et ça, je pense que Florian nous contredira pas. On se retrouve avec des choses qui sont très compliquées. Ouais. Justement, comment ça se passe au niveau du financement lorsqu'on a un petit peu de retard justement sur les livraisons? Est-ce que les banques sont à l'écoute justement de ça? Est-ce qu'ils sont capables de faire des reports de prêts? Comment ça peut se passer? Sur les livraisons, on a dans le contrat, on a des différés qu'on met en place qui peuvent aller jusqu'à 24 voire 36 mois pour certains établissements bancaires. Donc généralement, on a un peu de marge et on peut le faire. Mais par contre, je savais pas, c'est une bonne information qu'il y avait des clauses pandémie. Hein. C'est vrai je vois qu'on s'adapte à l'actualité. C'est bien ça. Mais dans la construction, on a du mal à faire écrire la clause pandémie. Pourquoi? Parce que force majeure. Oui, c'est ça. Alors la force majeure, maintenant, c'est plus une force majeure parce qu'on en a vécu une. Donc là, on est dans du juridique, dans des contrats, et on est déjà dans des termes. Mais on n'a pas toujours des maîtres d'ouvrage qui sont très sympathiques. Parfois, ils le sont, mais parfois, ils le sont moins. Ça peut arriver qu'ils le soient moins. Et parce que tout à l'heure, je t'ai dit qu'on s'engageait sur un prix, mais on s'engage aussi sur un délai. Et quand je dis qu'on s'engage sur un délai, ça veut dire qu'on est pénalisé, nous, entreprises, si on ne livre pas à la date qui est prévue. Donc, effectivement, il y a des forces majeures, une guerre, etc., qui sont décrites assez bien dans les pièces. La Covid n'était pas décrite là-dedans, mais juridiquement, il a été assez vite démontré que c'était pas envisageable et de toute façon pas de notre faute. Donc c'était ce qu'on appelait une force majeure. Sauf que on a tous trouvé plus ou moins des moyens palliatifs. Donc aujourd'hui, les juristes se battent en disant mais c'est plus une force majeure. Vous avez su y arriver ou en tout cas vous savez comment faire. Donc voilà. Et alors comme on est pénalisé sur la date de fin, on essaye quand même de faire rentrer un peu ce genre de clause et on n'est pas toujours très très écouté par nos maîtres d'ouvrage. On essaye quand même de le faire. Voilà. Donc après c'est tout un jeu juridique pendant la période où ça peut nous arriver. Je ne cache pas que là il y a une volée de courrier qui est partie avec tout ce qui vient de nous arriver, les évolutions qui sont en train de se faire. On prévient un peu nos maîtres d'ouvrage en disant que c'est pas tout à fait comme ça qu'on a prévu les choses et que suivant comment ça se passe, il y aura forcément des choses à discuter parce que le contrat est plus tout à fait dans les termes de ce qu'on avait signé à l'époque où on a signé quoi. Donc quand on est en train de signer un contrat, on n'a pas toujours une écoute très ouverte de nos maîtres d'ouvrage. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun cherche un petit peu... Parce qu'on est dans un monde concurrentiel, donc si tu veux, ça part quand même d'un principe... les maîtres d'ouvrage sont pas tous méchants. Ça part quand même d'un principe du fait qu'on est dans un monde concurrentiel. Donc, s'ils nous acceptent à nous de signer dans certaines conditions, etc., pourquoi ils l'auraient pas mis dans le cahier des charges à un moment où c'était encore en compétition, etc. Donc, voilà, c'est un peu délicat. Mais bon, voilà, après les trois quarts quand même des gens sont à l'écoute de difficultés qu'on peut avoir et essayent d'être constructifs. Et voilà. Mais il faut reconnaître que pour eux, ils n'ont pas 1 mètre carré de plus si ça leur coûte plus cher. Leur bilan financier, leur montage financier, etc.
sont plus difficiles à boucler, quoi, hein, leur tour de table. C'est normal. On obtient le bâtiment, c'est fait. Après, on a la garantie décennale, Karine ? Normalement, non, oui, non, mais même certains, c'est certain, il y a la garantie décennale. Monsieur, pareil, confirmera, j'en suis persuadé. La garantie décennale sera pour tout ce qui est construction, donc VFA neuve, donc VFA vente en l'état futur d'achèvement ou les contrats CCMI, les contrats de construction de maisons individuelles. Il y a des obligations pour ceux qui construisent de garantir certaines choses. Alors attention, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est tout ? Non, justement. Les garanties décennales ne portent pas sur l'ensemble du bâtiment, ils portent sur le structurel, sur les murs, sur le toit. Si à l'intérieur il y a des petits désordres, ça va être chaque corps de métier. C'est pas la globalité. La garantie décennale va porter sur chacun des corps de métier et ils sont très importants. Ça fait partie des choses. Je sais, je vois qui secoue la tête. Il a entièrement raison. C'est une des priorités quand on construit, c'est de s'assurer nous en tant que juristes, c'est ce qu'on vérifie, hein, l'existence de l'assurance, l'existence des primes acquittées. Merci. Mais c'est vrai que ça fait la différence par rapport à certains constructeurs qui n'ont pas ces assurances-là, et tant mieux si vous êtes attentif dans vos métiers, mais oui, enfin obligatoire, des fois un peu moins fait, mais obligatoire quand même. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est parce que ça a un coût, hein. Enfin, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça a un coût. Nous, on est assuré nous pour ce qu'on fait, ce qu'on construit, et ça nous permet de donner une garantie décennale de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise. Voilà, et dans le monde concurrentiel dont je viens de parler juste avant, s'il y en a un qui paye pas sa décennale, son assurance décennale, forcément il est un peu moins cher, quoi. Mais le risque pour le client est énorme. La garantie décennale, c'est si j'ai un problème de structure sur mes murs, je peux donc faire appel à cette garantie. Alors en fait, au tout départ, s'il y a un problème sur la structure des murs, on va appeler la personne qui a construit. En premier lieu, le constructeur qui devrait normalement mettre... Si on s'en aperçoit tout de suite, effectivement, on ne fait pas jouer la décennale, on fait jouer déjà la compétence du professionnel. J'allais dire en priorité, en général, normalement ils n'ont pas à revenir, parce que c'est-à-dire que le professionnel a fait son travail et il n'y a pas besoin. Mais effectivement, on se rend compte d'un défaut structurel, on va intervenir auprès du constructeur en lui-même. Malheureusement, on va être réaliste, si le constructeur est pas très bon et que malheureusement il a eu déjà plusieurs et on le retrouve pas, ce constructeur. D'où l'intérêt de ces garanties décennales qui sont une prise en charge par une assurance de tous les travaux qui ont été réalisés. C'est-à-dire si le constructeur fait faillite, c'est ça, hein ? C'est ça. Si le constructeur arrête son activité pour diverses raisons, on va pas forcément dire une faillite, mais effectivement, s'il commence à faire des erreurs structurelles à répétition, voilà, ils n'auront pas la notoriété que Léon Gross a aujourd'hui, ça c'est certain, mais et qui permet que voilà, Léon Gross, si jamais il y avait un souci jusqu'à aujourd'hui, en tout cas tous ceux qui ont construit avec Léon Gross n'en ont jamais eu, à ma connaissance, des miens en tout cas, voilà, ils se retourneront vers le constructeur parce qu'ils le retrouveront, il a pignon sur rue, etc. Les constructeurs ne l'ont plus. Dans ces cas-là, une assurance prend en charge, une assurance prend le relais, mais encore faut-il que l'assurance existe toujours, soit d'actualité, que les primes aient été acquittées et qu'elles correspondent bien aux travaux qui ont été réalisés. Et ça, c'est notre travail quand effectivement, à un moment donné, en tant que juriste, alors c'est le travail des gens et des maîtres d'œuvre au fur et à mesure de leur, parce qu'on n'est pas toujours là, mais au moment où nous, on revend, si on est dans les 10 ans, on va vérifier tout ça pour assurer à l'acquéreur d'avoir un retour et une possibilité de se retourner contre quelqu'un, justement. En cas de revente, cette garantie décennale se perpétue. Bien sûr. Elle suit le bien. Elle suit pas la personne qui a été. Elle suit le bien, effectivement. Et on a quand même une sécurité qui est. Il y a quelque temps certains professionnels qui se sont assurés au Luxembourg, en Irlande, et les assurances ont fait faillite. C'est les assurances qui ont fait faillite. Et là, on est beaucoup plus embêtés pour pouvoir l'acquéreur. On pourra pas lui dire tout va bien, quoi. On est sur Radio Grand Lac, on va se faire une petite pause musicale, 92.1, et on revient dans 3-4 minutes pour continuer à parler d'immobilier. Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. Les Maudits mots, l'émission dédiée à l'immobilier avec Sullivan sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 92.1 pour ce dernier quart d'heure des Maudits mots. Et on va évoquer le prêt à taux zéro avec Florian Paulet, donc de meilleurtaux.com, qu'on peut retrouver sur la place Clémenceau, la place du marché à Aix-les-Bains. Le prêt à taux zéro, c'est pas que dans le neuf, Florian. Exactement. Les gens l'évoquent que pour le neuf, souvent pour de la construction ou des ventes sur plan.
mais trop peu de gens sont au courant que le prêt à taux zéro existe également sur de l'ancien pour des gens qui souhaitent acheter un bien avec beaucoup de travaux de rénovation. Et si vous avez une volonté d'acheter un bien et d'améliorer la performance énergétique, d'agrandir le bien, souvent les sous-pentes sont inexploitées, donc on peut également agrandir les sous-pentes. Et bien il faut savoir qu'aujourd'hui, sur certaines communes, et c'est sur conditions de ressources, il peut y avoir du prêt à taux zéro. Donc je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui achète un bien dans l'ancien sur Albins, aujourd'hui, qui achète un bien à peu près 200 000 euros, sous conditions de ressources, il peut avoir un prêt à taux zéro d'environ 50 à 60 000 euros en rénovant. 50 à 60 000 euros. Sur de la rénovation. Donc en fait, c'est quoi ? Ça représente donc 20 à 30% de la somme globale en rénovation, c'est ça ? Exactement. Alors il y a des conditions, il faut faire quand même beaucoup de travaux de rénovation, il faut faire 34% de travaux du prix d'acquisition pour être éligible. Donc on parle de biens, il y a des communes où il y a des biens vraiment à rénover. Aujourd'hui, vous pouvez changer les fenêtres, vous pourrez améliorer les performances au niveau énergétique, au niveau chauffage, etc. Et du coup, l'État intervient pour aider ces gens à acheter un bien et surtout pour rénover et avoir un impact aussi au niveau énergétique et sur le climat, quoi. Mais ça, trop peu de gens le savent. Donc je pense qu'aujourd'hui, on parlait des prix qui sont élevés, on parlait des conditions pour les primo-accédants qui sont aujourd'hui les conditions d'accès sont pas évidentes, mais ça, je pense, ça peut être une bonne niche. C'est une super piste, à regarder et à creuser. Et aujourd'hui, il y a en plus, c'est intéressant d'acheter un bien moins cher, puisqu'il y a des travaux de rénovation à faire. Et par la suite, ça peut aussi être une bonne première culbute pour un achat. Donc voilà, j'invite tout le monde à se renseigner sur ce prêt à taux zéro dans l'ancien. C'est sur certaines communes, donc c'est pas sur Aix-les-Bains, pas sur Chambéry, mais il faut s'éloigner un petit peu. Et lorsque vous allez regarder des informations, c'est sur des communes dites B2 ou C. Donc là, on est à Aix-les-Bains, donc après, ça veut dire des communes Albins, La Biole, Épersy. Entre-Lacs, quoi. Entre-Lacs, après, il faut aller sur Yenne, Belay, etc. Donc tout ça, c'est possible, quoi. Et il y a des possibilités là-dessus, il y a vraiment des choses à faire. Et donc, en fait, ça marche comment ? Ça marche sur devis, en fait, on fait des devis par des professionnels, après, on va solliciter les banques afin qu'elles puissent nous les valider, c'est ça, pour avoir le prêt à taux zéro ? Exactement, donc si on passe sur des devis avec des artisans, il faudra des décennales. C'est ce qu'on évoquait juste avant, donc les décennales sont obligatoires. C'est fou. Et il faut prouver qu'il y a une amélioration de la performance énergétique, donc il y aura le DPE. Voilà. Le DPE qui sera associé. Donc il y aura un DPE initial et après il y aura le diagnostiqueur, il devra dire en fonction des travaux qui sont réalisés, ça va améliorer la note. Donc là on pourra être éligible au niveau de ce prêt à taux zéro. Mais les conditions d'accès, c'est des conditions de ressources, une zone géographique, et il faut faire un certain montant de travaux pour être éligible. Donc c'est 34% de travaux du prix d'acquisition. Donc c'est quand même des travaux conséquents. C'est important, c'est pas juste on change pas la chaudière, quoi. Voilà, c'est pas juste je me refais une petite cuisine ou la déco, c'est pas juste se refaire la décoration, c'est quand même ça va peut-être avoir un très bel impact sur tous les immeubles anciens où on est avec des cotes DPE F ou G, où aujourd'hui tout le monde a peur en se disant on peut rien y faire. Et puis ça va poser un vrai problème, ça. Ça va poser un vrai problème demain pour la mise en location, notamment pour les gens. Mais c'est bien là, s'ils peuvent faire l'objet de travaux et bénéficier à ces gens de travaux avec des taux encore mieux, peut-être que ça va permettre aussi on va dire un brassage au niveau de ces biens-là qui va être que mieux. On va peut-être préciser justement ton propos par rapport aux appartements F et en G. La loi a évolué, a changé et va vers donc pour le 1er janvier 2023. Je te laisse poursuivre. Alors au niveau des diagnostics de performance énergétique, les fameux DPE, on a aujourd'hui une loi qui a changé au 1er juillet 2021. Donc on est encore un peu en balbutiement pour comprendre tout ce qu'il en est aussi, où effectivement on nous indique que à horizon 2028, tous les biens qui sont catégorie F et G au niveau énergie, consommation énergétique, ne pourront plus être loués. Et ça, c'est quelque chose qui va être énorme pour sur demain. Le parc locatif privé, ça va être un vrai choc. On attend un peu de voir justement les conséquences, parce que même si on a de très bonnes entreprises qui pourront faire des travaux, il va encore falloir obtenir les accords dans les copropriétés et autres pour les faire. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine de la mise en place. Mais c'est vrai que s'il peut y avoir des aides aussi pour faire les travaux, je pense qu'il y en a qui vont peut-être se pencher un petit peu plus sur le sujet. Et dans ces cas-là, parce que tu disais aller voir les banques avec ces factures et autres, je pense qu'il faut plutôt aller voir un courtier qui ira voir les bonnes banques et les bonnes personnes.
je suppose. On parle de prêt à taux zéro dans l'ancien. Il existe toujours dans le neuf. Toujours. Comment ça fonctionne, le prêt à taux zéro dans le neuf ? Pareil, c'est sur critères de ressources, c'est pour une première acquisition. Exactement, critère de ressources, et le prêt à taux zéro peut monter jusqu'à 40% du coût de l'opération. Et ça c'est légal, c'est toutes les banques qui permettent. C'est quasiment toutes les banques, pas toutes. Je pense notamment à des banques en ligne. D'accord. Aujourd'hui, qui ne le distribuent pas. Après, toutes les grandes banques françaises, nationales, les caisses régionales le distribuent. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est toujours d'actualité, et je pense qu'ils vont changer les critères. Ils parlent de changer les critères sur 2023. Au niveau des conditions de ressources, peut-être qu'ils vont augmenter un peu le plafond, élargir. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les critères de ressources pour pouvoir avoir accès ? Voilà, je peux pas te faire le détail, puisque en fait, c'est un gros tableau complexe. Combien il y a de personnes, ça dépend du nombre de personnes dans le foyer. Si vous êtes sur Aix-les-Bains, deux personnes, faut gagner moins de 44 000 euros. Si vous avez des enfants, ça augmente l'enveloppe budgétaire. Il y a pas mal de cas. Donc, il y a un critère de localisation aussi du bien. Exactement, très bonne remarque également. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est pas forcément la première accession. C'est ce que tu disais tout à l'heure en off, c'est qu'effectivement la personne peut être propriétaire. Il faut pas qu'elle soit propriétaire depuis 2 ans. C'est-à-dire que si une personne est en location depuis 2 ans, n'est plus propriétaire de son bien depuis 2 ans, peut éventuellement avoir accès à ces taux-là. Très bonne info, et je rebondis là-dessus. Quelqu'un qui est propriétaire mais en locatif et qui loue sa résidence principale. Loue sa résidence principale, mais propriétaire bailleur. Propriétaire bailleur. Okay. S'il est locataire depuis plus de 2 ans, et si sous condition de ressources ça fonctionne, il pourrait accéder au prêt à taux zéro. Et pas propriétaire de sa résidence principale. Voilà. Effectivement. On reparlera de la plus-value un jour par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on peut se la faire en 4 minutes ? Non, on peut pas se la faire en 4 minutes. Non, mais pour le coup, tu vas revenir, et puis on va pouvoir échanger sur la thématique. Avec contrôle. Pour justement aller un peu dans le sens énergétique, climatique, des enjeux de demain dans le bâtiment, est-ce que c'est un virage qui a été difficile à prendre ou qui est difficile à prendre ? Est-ce que ça a un impact direct sur le coût ? Alors, c'est un impact direct sur le coût. La réponse est oui, c'est évident. Alors, il y a une façon assez simple, notamment en France, de prendre le virage, c'est de légiférer. Et c'est un peu ce qui s'est passé, puisque aujourd'hui il y a une nouvelle loi qui s'appelle la RE 2020, qui est aujourd'hui éligible sur quasiment, tous les chantiers sur lesquels j'interviens, et qui, je vais faire simple, qui tient compte de la phase conception, c'est-à-dire la phase réalisation jusqu'à la vie pendant, c'est normatif, donc pendant, de mémoire, 20 ou 30 ans, la durée de vie du bâtiment. C'est-à-dire les matériaux qu'on met dedans, la façon dont on va le faire vivre et la façon dont on va éventuellement changer certaines choses, rajouter des isolants, changer les sols, etc. Et donc tout ça c'est catégorié, c'est un travail de fou à chaque conception de bâtiment, parce que si on met un sol en plastique, il faut le changer. C'est plutôt un matériau, le sol plastique, qui est un matériau qui est pas super biosourcé, et on le remplace par quoi, et il est du coup moins bien noté qu'un matériau qui serait de la pierre ou je ne sais quoi. Si on construit en bois, c'est plutôt bien biosourcé, mais par contre il faut le peindre. Si on construit en béton, c'est un peu moins bon en bilan carbone, encore qu'on est en train de travailler dessus, mais par contre ça vit très bien, et on sait le remettre après l'avoir démoli et concassé, on sait le remettre sur le marché, alors que le bois, une fois qu'il est fini, on sait plus quoi en faire. Donc voilà, c'est un tableau à plusieurs entrées, c'est très compliqué, mais on sent que on y va, et pour une cachette dans l'entreprise, on y est sensible, parce que on ne peut pas être que des constructeurs. On est aussi là pour vivre dans une société. On est aussi là pour analyser que ce qu'on fait parfois est peut-être un peu, même sûrement un peu polluant. Comment on peut faire pour moins polluer, etc. Donc ça nous parle, nous, dans l'entreprise, mais globalement ça parle à toute la profession. Et donc du coup, oui, à travers, je dis bien, des lois et des normatifs, parce qu'encore une fois, on est dans un monde concurrentiel. Et si on construisait que avec des matériaux biosourcés, l'écart de prix serait assez important, et donc dans un appel d'offres concurrentiel, on aurait du mal à se positionner. Mais donc voilà, il faut y aller pas. Mais c'est une vraie lame de fond, et ça c'est en train de se mettre en place depuis 4-5 ans.
je dirais tant mieux. Et les jeunes générations qui arrivent nous poussent à ça aussi, et tant mieux parce que encore une fois, aussi bien les acheteurs que nos salariés, nos ingénieurs qui arrivent sur le marché, qui se posent peut-être plus de questions qu'on pouvait s'en poser il y a 20 ou 30 ans, rapport à ce qu'ils sont en train de faire et à l'empreinte qu'ils laissent en faisant leur job dans le paysage, mais aussi à travers effectivement ces effets carbone et autres qui sont pas toujours très très bons, quoi. C'était un super mot de la fin. Enfin, bravo pour le coup, Didier Verollet. Merci de nous avoir fait l'amitié d'avoir passé cette heure avec nous sur Radio Grand Lac. Donc Didier Verollet, Léon Grosse. J'étais aussi accompagné de Florian Paulet, donc nomeilleurtaux.com, que vous pouvez retrouver donc sur la place du marché. Et vous pourrez retrouver aussi Karine Thomasek dans son étude à Grésy-sur-Aix, notaire. Merci Karine. Donc la semaine prochaine, dans un mois, on se fait un point sur les plus-values alors. Ça roule, hein? Les notaires auront toujours plaisir à répondre à vos questions. Parfaite transition. Je souhaite de passer une excellente soirée sur Radio Grand Lac 92.1. Profitez bien. Il y a plein de super émissions toute la semaine, donc restez bien à l'écoute. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission des Maudits mots. À très vite.